Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié les principaux flagelles du gros intestin chez l'homme, notamment la Dientamoeba fragilis, la Trichomonas intestinalis, l'Enteromonas homonis, la Retortomonas intestinalis et la Chilomastix mannsnelli. Alors, parmi eux, ce qu'on appelle la Dientamoeba fragilis, qui est le parasite intestinal humain du gros intestin, qui occupe une place particulière, actuellement classée parmi les flagelles, malgré son aspect améboïde. Donc, elle n'existe que sous forme végétative, elle n'a pas de forme kystique et se rencontre principalement dans le sécum et le côlon ascendant. Plusieurs études ont rapporté une association entre ce parasite et les divers troubles digestifs tels que des douleurs abdominales, des diarrhées et des ballonnements. Sa transmission se fait essentiellement par la voie féco-orale et son diagnostic est difficile en raison de la fragilité de ses formes végétatives. La coloration trichrome de Weltley est recommandée et la PCR constitue aujourd'hui la méthode de référence. Après les flagelles du gros intestin, nous allons maintenant nous intéresser au principal flagelle pathogène pour l'intestin grêle, qui est la Giardia duodenalis, anciennement appelée la Giardia intestinalis. On va commencer par une introduction, une épidémiologie, la morphologie, la mode de contamination et le réservoir, le cycle évolutif, la fréquence et la prévalence. Et on va voir aussi la physiopatho avec les manifestations cliniques, le diagnostic et le traitement, et enfin la prophylaxie. Très bien. En commençant par l'épidémiologie. La giardiose est une protozoose. Lorsqu'on dit protozoose intestinale cosmopolite, cela veut dire qu'elle est clairement pathogène. C'est la pathologie qui s'appelle la giardiose. Ok. Ce parasite vit fixé à la bordure ambrose des entérocytes duodénaux. Donc l'affection est particulièrement fréquente chez les personnes présentant un déficit de l'immunité humorale, notamment un déficit sélectif en IgA sérique ou bien sécrétoire. Cela veut dire quoi? L'IgA sérique présente dans le sang et l'IgA sécrétoire présente dans les sécrétions. Vous voyez, parce qu'on a deux types d'IgA. On a les IgA qui sont sériques et on a les IgA qui sont sécrétoires. Les sécrétoires qui sont présentes au niveau des sécrétions, au niveau de la salive, de la muqueuse intestinale, des larmes, du lait maternel, etc. Et le sérique qui est présent au niveau du sang. Le déficit en IgA signifie que la personne produit très peu ou pas d'IgA, ok? Alors que les autres anticorps, ils sont présents. Les IgG, les IgM sont normaux. Comme la Giardia vit au niveau de la muqueuse intestinale, principalement au niveau du duodénum, les IgA sécrétoires jouent un rôle essentiel pour empêcher le parasite de ne pas attaquer les entérocytes. Ok? En leur absence, la Giardia s'implante plus facilement et l'infection est plus fréquente ou plus persistante. Ok? Ça, c'est une information que vous pouvez la garder aux têtes. Très bien. Alors, en revanche, elle ne semble pas plus fréquente chez les sujets atteints du sida que chez les sujets immunocompétents. Elle présente beaucoup plus au niveau des sujets qui ont des déficits sélectifs en IgA, mais ça ne veut pas dire qu'elle est opportuniste. Ok? Elle n'est pas opportuniste. Sur le plan taxonomique, la Giardia duodenalis est un micro-organisme eucaryote appartenant au règne des protozoaires flagellés à des classes des Zomastigophoria et la famille des Hexamethidae. Passons maintenant à la morphologie. Le parasite se présente sous deux formes, une forme végétative appelée la forme trophozoïte et la forme kystique, qui est la forme de résistance. On détaille bien la forme trophozoïte. Vous voyez ici. Donc, le trophozoïte mesure entre 15 à 20 micromètres de long et entre 6 à 10 micromètres de largeur. Il présente une symétrie bilatérale autour d'un axe médian qui est représenté par l'axostyle. Il possède deux corps barabasaux. Vous voyez ici, c'est ça, les deux corps qui sont barabasaux en virgule et 4 paires de flagelles. Cela veut dire en gros on a 8. Ok, donc 4 à gauche, 4 à droite, les flagelles. Son extrémité antérieure est arrondie et présente une dépression réniforme
forme de rhinine, dans laquelle sont logés les deux gros noyaux, parce qu'elle possède deux noyaux. Son extrémité postérieure est enfilée. Ses mouvements rapides sont souvent comparés à la chute d'une feuille. La forme kystique est la forme de résistance du parasite. Les kystes sont ovalaires, entourés d'une paroi épaisse qui mesure environ 10 à 13 micromètres sur 8 micromètres, de large. Il contient 4 noyaux ainsi que les résidus de flagelle. On passe maintenant au mode de contamination et le réservoir. Il faut savoir que la giardiose est une maladie liée au péril fécal. Donc la contamination se produit lors de l'ingestion de kystes mûrs présents dans l'eau contaminée, les aliments souillés ou sur les mains sales. La transmission peut également se faire par contact rapproché au sein des familles, des crèches ou des collectivités. Il faut savoir aussi que l'homme constitue le principal réservoir de ce parasite et aussi les animaux domestiques. Les animaux domestiques tels que les chiens, les chats, les bovins, ainsi que certains animaux sauvages peuvent également héberger la giardia. Les kystes sont très résistants au milieu extérieur, particulièrement dans l'eau. Donc la javélisation classique n'est pas toujours suffisante pour les détruire, alors que l'ébullition et la congélation permettent de les éliminer. Donc la paroi kystique, elle est très épaisse et très résistante. Elle résiste à des variations de température, aussi au chlore, vous voyez. Mais la javélisation aussi, elle n'est pas toujours suffisante pour les détruire, alors que l'ébullition et la congélation permettent de leur élimination. Très bien. Passons maintenant au cycle évolutif. Après l'ingestion des kystes, ceux-ci traversent l'estomac, puis libèrent les trophozoïdes dans l'intestin grêle. Les trophozoïdes se multiplient et vivent fixés à la bordure en brosse des entérocytes duodénales. Et je l'ai duodénum, ils vont se fixer sur la bordure en brosse de l'intestin du duodénum. Ils vont se fixer sur la bordure en brosse. Vous voyez. Alors les trophozoïdes, au cours de leur évolution, certains trophozoïdes se transforment en kystes. Imaginez. La trophozoïde, elle va se transformer en kyste. Et ces kystes sont ensuite éliminés dans les selles et peuvent survivre longtemps dans le milieu extérieur, assurant ainsi la transmission à nouvelles hôtes. Alors, passons maintenant à la fréquence et la prévalence. La giardiose est une parasitose très répandue dans le monde, particulièrement dans les régions chaudes et humides. Elle touche tous les âges, mais elle reste plus fréquente chez les enfants, notamment dans les pays aussi en développement et dans les collectivités où la promiscuité favorise la transmission. Cette expression signifie lorsque de nombreuses personnes vivent ou séjournent ensemble dans un espace restreint. Par exemple, les crèches ou bien les camps, les campings, les foyers, etc. Le parasite se transmet plus facilement d'une personne à l'autre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, environ 200 millions de cas dans le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Très bien. En Algérie, la giardiose évolue à l'état endémique en raison du climat et les conditions sanitaires, malheureusement. Passons maintenant aux manifestations cliniques de la giardiose. Alors, il faut savoir qu'il existe un grand nombre de porteurs sains, représentant environ 70% des personnes qui sont infectées. La suspectibilité individuelle joue un rôle important dans l'apparition de la maladie. Parmi les facteurs favorisants figurent le jeune âge, la malnutrition, la maladie cœliaque, la maladie de Crohn et le déficit en IgA. Après une incubation de 3 à 20 jours, avec une moyenne environ de 7 jours, la maladie se manifeste principalement par des signes digestifs. C'est la forme aiguë de la maladie. Donc, on observe souvent une diarrhée aqueuse au début de l'infection.
Cette diarrhée elle s'accompagne avec des douleurs abdominales témoignant une duodénite parasitaire ainsi que des troubles digestifs, notamment des nausées. Alors, dans certaines formes, le syndrome de malabsorption intestinale apparaît. Il se caractérise par une diarrhée chronique avec des selles pâteuses et graisseuses, avec perte de poids ou bien un retard statéropondéral chez les enfants, c'est-à-dire un ralentissement de la croissance. La malabsorption touche principalement les graisses, les sucres, l'acide folique, le vitamine A et le vitamine B12. Elle est observée environ 90% des cas chez les enfants et 30% chez les adultes. Une atrophie vésiculaire peut être mise en évidence à la biopsie de l'intestin grêle. La sévérité de la malabsorption est généralement proportionnelle au degré de cette atrophie. Un syndrome de l'intestin irritable ainsi qu'une fatigue chronique peuvent également persister après la giardiose. Ok? Très bien. Alors, concernant le diagnostic repose sur la mise en évidence des formes végétatives et kystiques dans les selles fraîchement émises. Ok? La présence de l'une ou l'autre, c'est-à-dire la forme végétative ou bien la forme kystique, permet de confirmer le diagnostic. C'est tout. هذا واش عندنا في le diagnostic de la giardiose. Très bien. Alors, passons maintenant au traitement de la giardiose. Le traitement de référence repose sur les dérivés de 5-nitroimidazolé. En premier, c'est le metronidazole commercialisé sous le nom Flagyl, qui est le traitement le plus utilisé. Après, on a le tinidazole, constitue également une alternative efficace, thérapeutique, efficace. En troisièmement, on a le cycnidazole, peut être administré en prise unique, constituant ainsi ce qu'on appelle un traitement minute. Ok? Parfait. En cas d'échec, une nouvelle cure de 5-nitroimidazolé peut être posée. D'autres options thérapeutiques incluent l'abendazole, l'association abendazole-métronidazole, le nitaxosanide qui est utilisé en France. Alors, pour bien préciser pourquoi on utilise les dérivés de 5-nitroimidazole, ces médicaments deviennent actifs dans les micro-organismes qui sont anaérobies et endommagent leur ADN, entraînant leur destruction. Ok? C'est ça leur mécanisme. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas retenir aux parasitos. ماشي لازم تحفظوها ولا ولكن مليحة تفهموا علاش نستعملوا les dérivés de 5-nitroimidazolé. Alors, on passe maintenant à la prophylaxie. La prévention repose sur les mesures d'hygiène générale. Il est essentiel de se laver soigneusement les mains, de laver les fruits, les légumes et consommer une eau potable sûre. Le traitement des eaux destinées à la consommation ainsi que la prise en charge des porteurs permettent également de limiter la transmission. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. La Giardia intestinalis ou bien la Giardia duodenalis est la principale flagelle pathogène de l'intestin grêle transmis par la voie féco-orale. Il peut être responsable des diarrhées aiguës ou bien chroniques ainsi qu'un syndrome de malabsorption, donc particulièrement chez les enfants. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des formes végétatives ou bien kystiques dans les selles, tandis que les formes ou bien le traitement fait principalement appel aux dérivés de de 5-nitroimidazolé. Merci pour votre attention et très bientôt pour une nouvelle vidéo de la parasitologie.